Bonjour à tous, et bien nous voici à la fin août. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous en avez profité pour découvrir de nouveaux parcours de pêche, pratiquer de nouvelles techniques. Et nous voici donc arrivés au mois de septembre. Alors les températures vont enfin baisser progressivement. C'est souvent une période favorable quand même pour pêcher les beaux poissons. Le mois de septembre, c'est aussi la période des grands championnats. D'ici une petite dizaine de jours, je vous retrouverai en direct sur notre chaîne YouTube pour suivre le championnat du monde qui se déroulera en Espagne, qui s'annonce vraiment très excitant sur un tout nouveau parcours extrêmement poissonneux. Et puis à la fin septembre, on aura également le championnat de France individuel coup. Mais évidemment, le mois de septembre, c'est aussi l'arrivée du tout dernier numéro d'InfoPêche, le numéro de septembre-octobre, que voici et que nous allons feuilleter ensemble comme d'habitude. Bien, alors on commence par la couverture. Vous pouvez voir qu'on va parler pêche de beaux poissons aux méthodes feeder, mais pas seulement. On aura aussi beaucoup de sujets sur la pêche au coup classique, la sensibilité des flotteurs, sur les amorces, etc. En tout cas, on va voir ça dès maintenant. On commence par l'édito et le sommaire, évidemment, avec toujours vos questions et nos réponses d'experts, le programme également des prochains rendez-vous avec Nico. Et puis, on passe tout de suite au gros dossier de David Ewing qui nous parle de la pêche aux méthodes feeder. C'est une pêche qui compte de plus en plus d'adeptes en France, et c'est un peu normal parce que c'est une pêche relativement simple à aborder, mais qui permet de prendre beaucoup de beaux poissons. En revanche, si elle paraît simple, elle n'est pas simpliste. Et justement, David rentre dans le détail du détail, en particulier en faisant référence à une vidéo tournée par la société Gourou, des vidéos subaquatiques où on voit parfaitement le comportement d'un feeder sur le fond. Évidemment, un feeder ne se comporte pas sur un fond naturel comme on peut le faire, comme on peut le voir dans un aquarium. Souvent, on voit un méthode feeder dans un aquarium et on nous explique voilà comment ça se passe, comment les pelets se dissolvent, etc. En fait, sur le fond d'un plan d'eau, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, ne serait-ce que parce que le fond, évidemment, n'est pas aussi plat que dans un aquarium. Alors, il revient sur les différents types de feeders, il répond à une multitude de questions qui reviennent très régulièrement dans vos remarques et dans vos courriers, et je pense que vous aurez toutes les réponses à vos questions, car comme toujours, David rentre vraiment dans le détail. Ensuite, on a la rubrique des bons coups avec les coins de pêche dans les différentes régions de France, aussi bien dans le domaine public que dans le domaine privé. Puis on aborde la partie technique et tactique, et on commence par un sujet qui pourra paraître surprenant à certains, puisqu'on va parler de la pêche du goby. Le goby, c'est un nouveau venu dans nos eaux. Il y en a beaucoup qui considèrent qu'évidemment c'est un poisson invasif qui pose beaucoup plus de problèmes qu'autre chose, mais c'est un poisson relativement intéressant à pêcher. On a pu le voir en particulier au dernier championnat du monde à Toul, où je rappelle que c'est Alain Scheffer qui a remporté le titre mondial individuel handi-pêche. Mais c'est avec Gérard Meyer qu'on a réalisé un article où il nous explique toutes les petites combines qui permettent d'être performants sur ce type de pêche. On verra qu'il y en a quand même pas mal. Alors ensuite, vous voyez, j'ai pris un bain, je me suis pris pour Archimède, et on a parlé justement de la sensibilité des antennes qui fait référence en grande partie au principe d'Archimède que tout le monde a appris à l'école. Voilà, donc on revient sur ce principe et l'influence que ça peut avoir sur la sensibilité des antennes. Alors on parle évidemment des différents matériaux, des diamètres des antennes, de la densité des antennes, de l'eau. On a mesuré, on a pesé les antennes. On parle également d'un phénomène bien particulier qui est la tension superficielle. Donc tout ça est assez technique, et on parle même d'un système qui permet de farter, comme on peut le faire sur des skis, les flotteurs pour les rendre encore plus sensibles. Ensuite, on a le dossier du Caredas. Je pense que tous les gens qui sont intéressés par la pêche à l'anglaise devraient lire ce sujet. Alors, nos 4 champions sont Alan Scotthorne pour l'Angleterre, Tamas Walter pour la Hongrie, Jacopo Falsini pour l'Italie et Roman Pokorny pour la Tchéquie, puisqu'on a vu au dernier championnat du monde des clubs que actuellement, ce ne sont pas paradoxalement les Anglais qui sont les plus performants sur la pêche, en tout cas des brèmes et des plaquettes à l'anglaise avec un amorçage à la fronde. Ce sont plutôt les pays de l'Est, en particulier les Tchèques, les Slovaques, les Hongrois,
et également évidemment les Italiens, qui je rappelle ont remporté quand même ce championnat du monde des clubs. Et vous verrez qu'ils ont des montages très particuliers. Alors justement, on commence par les montages de Alan Scott Horn, qui sont relativement classiques et connus pour la pêche à l'anglaise. Mais ensuite, on passe aux techniques assez différentes que Tamas Walter désigne sous le nom de semi-coulissant. Et vous verrez que la plupart des champions aujourd'hui, en tout cas ceux qui performent le plus au niveau international, ont quasiment tous abandonné le montage fixe pour passer à ce qu'on appelle le semi-coulissant. Donc si vous voulez découvrir ce que c'est, je vous conseille vraiment de lire ce sujet. Alors, pour l'occasion, le joker, on va dire que c'est moi. Je reviens un petit peu sur les origines de la pêche à l'anglaise, puisque c'est en Angleterre que moi-même j'ai appris cette technique auprès des plus grands champions il y a déjà une bonne quarantaine d'années. Et j'ai fait aussi évoluer mes techniques, donc je vous donne quelques petits conseils sur ce type de pêche. Ensuite, on a le sujet de Sébastien Rousseau, qui allait découvrir un parcours qu'il ne connaissait absolument pas, hein, sur l'Allier. Et donc, il s'est retrouvé finalement sur une zone très peu profonde, et il nous explique donc comment pêcher au feeder dans des zones de rivières très peu profondes. Vous voyez quand même, il a encore réussi une magnifique pêche. Ensuite, on a un sujet sur les terres. Alors, vous allez me dire, un énième sujet sur les terres, non, c'est assez particulier. Ici, c'est pour expliquer qu'il est possible de faire des recettes uniquement à base de terre, comme on peut le faire pour des amorces. Hein. Vous rajoutez de la chapelure avec du PV1, du chènevis, du babycorn par exemple. Eh bien, on peut faire aussi des recettes à base de plusieurs types de terres, voire des graviers, des sablons, avec des caractéristiques différentes, puisqu'on a des terres qui sont collantes, évidemment, on a des terres qui sont plus ou moins claires, mais on a aussi des terres qui sont dispersantes. Voilà, donc il est tout à fait possible de faire des recettes à base de différents types de terres, comme on peut le faire avec les farines. Vous voyez qu'ici, on vous donne des recettes en fonction des parcours et des poissons recherchés. Ensuite, on a le sujet de Nicolas Quénon, notre ami belge, qui nous parle des femmes. Alors les femmes, au dernier recensement, elles représentent que 7 à 8% des pratiquants dans le monde de la pêche, et sûrement encore moins dans la pêche au cou, mais beaucoup d'entre elles sont excessivement compétentes, et c'est le cas de Laetitia, que Nicolas Quénon est allé rencontrer sur une partie de pêche dans un carpodrome. Ensuite, on aborde la partie matérielle avec la présentation de nouveaux produits, en particulier ici les nouveaux connecteurs d'Acron de chez Cresta, qui sont très très bien finis, puis une sélection de nouveautés, et on arrive au test sur les frondes. Alors les frondes, on a fait un test aussi bien sur les frondes pour l'amorce que pour l'agrainage. Pour chacune d'entre elles, on a fait encore une fois beaucoup de mesures, on les a pesées, on a mesuré l'écartement des branches, le diamètre de l'élastique, la longueur de l'élastique, la taille de la poche, etc. Donc on vous donne tous ces détails dans notre test. Ensuite, on a le sujet spécimen de Christian Monget qui revient sur un appât qui est assez discuté, on va dire, en France. Il y a des adeptes et il y a des gens qui considèrent que ça ne marche absolument pas en France. Évidemment, Christian fait plutôt partie du premier groupe, c'est-à-dire qu'il considère que c'est un appât tout à fait efficace également en France, mais qu'il faut savoir l'utiliser. C'est vraiment une neige très particulière, excessivement sélective, qui doit s'utiliser dans des conditions bien particulières et d'une manière très particulière. Alors à la fin, vous aurez également un jeu, hein, vous pouvez jouer à partir du magazine avec un bon à découper, mais vous pouvez également jouer en ligne sur une publication sur la page Facebook d'Infopêche. Et puis on termine comme toujours par les pêches d'antan, où on voit que c'est pas une nouveauté. Certains petits malins s'amusent de la naïveté des pêcheurs pour essayer de leur vendre des produits miracles qui leur permettraient de remplir à coup sûr leur bourriche. Voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à lire ce tout nouveau numéro d'Infopêche, et je vous dis donc à très vite pour le championnat du monde des nations en Espagne. À bientôt.